Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 26 mai 2022. Je tiens à vous rappeler rapidement, premièrement, qu'il ne faut pas rejoindre l'école via le Patreon aujourd'hui, mais attendre absolument le 1er juin si vous voulez nous rejoindre au sein de l'école. Également, j'ai mis en place la newsletter qui va vous permettre de récupérer des analyses exclusives que je posterai pas sur YouTube. Donc en gros, je vais prendre vos demandes en commentaire, donc les assets qui reviennent le plus à chaque fois que je vois en vidéo, je note, etc. Et je vous ferai 1 à 2 fois par mois des vidéos, enfin 1 ou 2 vidéos par mois, du coup, dans lesquelles j'analyse quelques-unes de ces altcoins, on fait le point un petit peu ensemble. Donc je vous donnerai pas de setup clé en main, etc. Hein, c'est pas le but, mais une petite analyse de OK, quel type de stratégies peuvent être mis en place, est-ce qu'on est bon pour du DCA, en gros ce que je fais dans les briefs tout simplement, ici dans le brief YouTube, mais faire ça du coup sur plus d'altcoins, donc je me suis dit, voilà, ça peut profiter à la communauté. Et derrière, ceux qui sont vraiment pas intéressés, vous tapez pas des minutes de brief en plus. Et ceux qui sont intéressés, du coup, vous recevez les analyses. Et également, peut-être par la suite, hein, comme je disais, vous mettre en place des petits points de marché écrits rapidement quand il y a vraiment des gros changements. Voilà, si vous avez délaissé le marché ou si vous êtes plus intéressé, vous êtes en vacances, vous n'avez pas le temps, un petit mail qui vous indique que, ok, là, il y a ça à surveiller, ça vous prend 2-3 minutes. Et puis comme ça, c'est tranquille pour vous. Du coup, le lien de la newsletter est en description, c'est le premier truc, ou en commentaire. Donc c'est pareil, le premier truc en commentaire. Et tout simplement, voilà, vous allez atterrir sur la newsletter. Ici, simplement, vous entrez votre mail, je m'inscris, et c'est bon. Vous vous êtes inscrit, et par la suite, vous recevrez le contenu. Alors du coup, aujourd'hui, comme d'hab, Bitcoin très rapide, vraiment, je pense, 3-4 minutes, je vais essayer d'être très très bref. Il se passe absolument rien. Et on va parler de ENJ, qui, j'ai vu, est un petit peu revenu en commentaire. Donc on va en parler un petit peu, on va voir ce qu'il est possible de faire ou non, et franchement, je parlerai de rien d'autre, je pense, parce que y a rien à dire. Ah, peut-être de Ethereum, parce que ça commence à bouger un petit peu. Plutôt Ethereum aujourd'hui que Bitcoin d'ailleurs. Alors du coup, Bitcoin, il se passe absolument rien. L'analyse d'hier est totalement valide, on est toujours en train de consolider, il n'y a aucune résolution de range ici, donc ça sert à rien de blablater plus. Je pense toujours que ce qu'il faut faire pour vraiment pumper, c'est y aller vraiment pour de vrai, et pas faire de dip, parce que les gens ne sont pas conditionnés à acheter quand ça monte, ils sont conditionnés à acheter quand ça baisse. Donc si ça monte et qu'ils sont perdus, ils vont plutôt être peut-être tentés de shorter le marché, ok. Et si c'est le cas, on pourra avoir un joli retracement. Faut savoir que sur Bybit, le ratio short est au-dessus du ratio long, ça c'est hyper intéressant. Donc en tout cas sur Bybit, on sait qu'il y a une majorité de mecs en short, et sur Binance, ça commence à remonter. Donc si ça reste ainsi, on pourra se dire qu'il y a des shorteurs à bloquer. Maintenant, quitte à prendre une direction haussière, autant venir nettoyer ces creux ici. Oups. Comme ça. Je vais y arriver. Et si on regagne, là ça sera hyper intéressant. Et donc là on pourra aller breaker tous les points de liquidité vendeurs. Donc des shorters pour peut-être faire un vrai breakout. Ni plus ni moins. Actuellement on est en train de construire une grosse poche de liquidité sous ce niveau et en gros au-dessus de ces sommets. Avant de prendre un directionnel, je pense qu'il va falloir aller chercher ces points de liquidité. Si c'est un directionnel baissier, à ce moment-là, on verra probablement un truc comme ça. Si c'est un directionnel haussier, voir un truc comme ça. Et du coup, on va venir sur Ethereum. Ethereum qui est plus faible commence à lâcher d'ailleurs. Enfin, commence à lâcher. On voit ETH-BTC qui commence à vraiment être dégueulasse ici. Donc ETH-BTC qui dump, je passe en 4 heures, mais on va le voir. Voilà, ETH-BTC qui dump. Donc ETH qui perd de la force contre Bitcoin. Et du coup, pendant que lui, le Bitcoin est en train de littéralement consolider au-dessus de son support ici en daily, qu'il est en train de marquer, Ether, lui, il chute en fait. ETH-USDCO. C'est ici, on voit que l'action du prix de Ether est plus faible que Bitcoin. Bitcoin, il tend plus à tendre au nord, vous voyez ici, à peut-être partir sur du W, mais ETH, lui, non. Du coup, c'est ce qui m'amène à penser que ETH, il a peut-être des intérêts à aller un peu au sud. Je rappelle que Ethereum n'est toujours pas venu chasser toute liquidité qui attendent sous les 1700 $. C'est très bizarre de s'être arrêté ici. Généralement, ce marché aime beaucoup chasser ce type de liquidité. Donc c'est ce qui m'amène à penser que voilà, Ether, il a peut-être besoin de faire un tour sous 1700. Et du coup, si Ether le fait, je vois pas le Bitcoin en fait rester sur son support et rien faire. C'est simple, s'il y a un intérêt à aller à 1700, sur le BTC, si on fait dump un petit peu le BTC, ça fait dump l'ETH. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un truc comme ça en gros. Donc lui, le Bitcoin qui vient de faire voilà, un petit tour sous le support, on chasse les acheteurs qui maintiennent possiblement ce creux qui était trouvé à 25 000 et quelques. Et qu'en gros, on vient de faire ça. Et par contre que lui, Ether, vu qu'il est plus faible, Bitcoin s'il se met à dumper, Ether ça va accélérer sa chute et que lui, il vienne chercher sa liquidité ici et qu'ensuite on ait peut-être une réintégration. C'est un petit peu ce que j'ai en tête à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de vrai breakout. C'est bizarre, en tout cas Ether nous passe un message et j'ai rarement vu le marché être fort quand Ether est faible. Donc bien évidemment la première, la base des bases c'est un Bitcoin fort pour avoir un marché crypto fort ou un marché qui retrace. Mais de là, voir un Ether qui faiblit comme ça, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des envies d'aller un petit peu au sud.
Au niveau des liquidations, il y a des petites liquidations qui attendent dans les 1750 qui sont assez importantes. Après, à voir si on va aller sous 1007, hein, mais comme j'ai dit, le Bitcoin, il est venu chasser les creux de l'été dernier. Donc là, ici, on voyait toute cette zone de creux, on est venu la bouffer ici grâce à cette mèche. Par contre, lui, Ethereum, non. Et ça, c'est assez bizarre. Donc voilà. Et du coup, ETH-BTC qui est vraiment faible et qui pourrait se retourner à tout moment. Et peut-être qu'on aura un Ether plus faible dans les prochaines semaines que Bitcoin. Donc ça veut dire que si Bitcoin retrace et que ETH-BTC reste ainsi, Bitcoin retracera plus. Et si par contre le marché dump, à ce moment-là, Ether dumpera plus. Donc être exposé sur Ethereum, c'est prendre le risque d'avoir un capital qui peut souffrir plus. Si par exemple on est all-in Ethereum, bon bah à ce moment-là, Ether pourrait dumper plus. Donc je pense que l'idéal c'est de mettre des stops ou si on a une surexposition, de dérisquer le portefeuille. Si on est exposé à fond sur Ether, qu'on est rentré récemment, ça vaudrait peut-être le coup de dérisquer le portefeuille pour, si ça monte, c'est pas grave, j'en ai et je pourrais en racheter par la suite. Si ça baisse, tant mieux, puisque je suis pas all-in et je vais pouvoir en acheter moins cher. C'est ce qu'on appelle hedger le portefeuille, c'est essayer de prendre un avantage sur le marché, parce que oui, quand on est all-in et que ça monte, c'est super, mais quand on est all-in et que ça chute, c'est beaucoup moins super. Donc là, ça permet juste d'être hedgé, de pas subir une direction qui est donnée, parce qu'une fois qu'on est coincé ici, si je suis all-in par exemple sur Bitcoin et qui dump, je suis coincé. Alors que si j'ai par exemple, j'ai dit un truc, hein, j'ai 10% de mon capital ici et que j'ai encore tout le reste pour investir, bon bah à ce moment-là, si mon but c'est vraiment d'être que dans le Bitcoin et que j'ai 5% de patrimoine dans le Bitcoin, enfin 5% de mon patrimoine est dans le Bitcoin, donc je risque 5% de mon patrimoine sur le Bitcoin, à ce moment-là, il n'y a pas de problème entre guillemets, si c'est que 5% de tout ce que vous détenez. Quand je parle en patrimoine, je ne parle pas que de la crypto, hein, je parle de tout sur le côté, et que vous voulez faire all-in dans le Bitcoin parce que vous ne croyez qu'au Bitcoin dans les crypto-monnaies, et du coup, votre investissement dans les cryptos passe exclusivement dans le Bitcoin, bah, ça peut valoir le coup, honnêtement, de dérisquer la position un petit peu, et si c'est sur Ethereum, de même. J'espère que vous m'avez compris, ça peut être un petit peu compliqué. Quand on parle de gestion du risque, je sais que certains sont débutants, je l'ai vu dans le questionnaire, d'ailleurs n'hésitez pas à y répondre, il est en description en commentaire. Je l'ai vu dans le questionnaire, et du coup, voilà, c'est des termes un petit peu plus complexes. Que oui, pour gagner, il suffit pas juste. Enfin, on va pas gagner gros si on parie gros. Ça, c'est plutôt, voilà, comme j'ai dit, parier. C'est plutôt un comportement de quelqu'un qui va parier, pas quelqu'un qui va trader. Quelqu'un qui va trader va toujours avoir des risques minimes pour gagner plus que ces risques minimes. Et c'est comme ça que sur le long terme, on se fait un portefeuille. Il y a une personne sur 1000, enfin je donne un chiffre au hasard, hein, mais voire même une personne sur 10 000 qui va faire all-in, qui va être là au bon moment, qui va exploser au niveau de la performance. Pour revenir là-dessus, rapidement. Du coup, j'ai fini. Donc, vraiment surveiller Ether qui semble plus faible. Et s'il y va, Bitcoin peut l'accompagner. Et du coup, Bitcoin, je pense qu'il pourra maintenir ce creux. Ici, c'est vraiment, il y a quelque chose à défendre. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose à défendre. Ethereum, lui, voilà, sous 1700 pour venir chasser les liquidités. Là, c'est un petit peu trop gros de s'arrêter ici. En fait, bizarrement, ce serait trop bizarre de s'arrêter ici sans aller faire un tour sous les 1700. J'ai fini ici pour la macro, comme d'hab, on toujours surveiller le dollar index. Tant qu'on ne regagne pas les 105, on peut peut-être avoir un top d'ici la hausse des taux en Europe. Et du coup, le S&P 500 toujours à surveiller, hein, qui pour l'instant montre pas de vrais signes de reprise, à part du côté du momentum, et au niveau de l'action du prix, il n'y a rien. Donc ce qu'il faudrait, c'est vraiment W, breakout, biais bullish, et voilà, on monte et on casse des résistances, ce qu'on n'a pas. Le jour où on fait ça, le Bitcoin peut suivre. Tant qu'on ne fait pas ça, il n'y a pas de flux dans les assets à risque. Et du coup, ENG pour finir, donc je sais que c'est un brief assez express. Alors ENG, en termes de localisation, très correct. C'est-à-dire que si ENG ne meurt pas sur le long terme, le gars qui achète aujourd'hui ici a de grandes chances de faire du bénéfice, puisque on est sur des prix assez intéressants. Et une chose qu'il faut se dire également, c'est que tous ceux qui ont acheté du ENG à l'heure actuelle, alors, on va faire un truc tout bête. Tac, 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 tac. Tous ceux qui ont acheté du ENG après le 1er mars 2021 ont la tête sous l'eau. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, il y a un paquet de vendeurs encore qui peuvent vendre leur token à perte. Tout simplement, tous ceux qui ont acheté après le 1er mars 2021 actuellement sont en perte. En gros, ceux qui ont acheté ici, 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 ici. Donc, c'est ce qui fait que ce marché hold beaucoup de vendeurs. Donc si jamais il remonte, bon bah on va faire face à plein de vendeurs qui vont essayer de vendre, donc ça peut être compliqué de remonter, à moins que les gens aient tous capitulé ici, donc à ce moment-là le train il est déchargé, et ça pourrait remonter sans problème. C'est pour ça que justement les phases chiantes, comme ça, de long range où le marché fait rien, ça permet justement de décharger un marché dans lequel il y a eu beaucoup d'acheteurs dedans qui sont coincés, et plus c'est horizontal, plus il y a des gens qui perdent patience, qui vendent, et le train se décharge, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de vendeurs sur la remontée,
Et c'est ce qui fait que le train a été nettoyé. Ok. Demain, admettons, je sais pas moi, il y a un train qui fait demi-tour et qu'il est chargé à bloc. Bon bah si le train il fait du surplace pendant je sais pas moi 2 ans, vous avez envie de sortir du train et de prendre un taxi pour arriver à destination. Donc ici en l'occurrence c'est ENJ, c'était le train, il est chargé, il bouge plus, bah on va voir ailleurs, on va essayer de prendre un taxi qui va nous ramener vers nos objectifs, ok. Bah là c'est la même chose. C'est-à-dire que si le ENJ fait plus rien, bah on va essayer de trouver un autre coin qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et bah du coup en attendant, lui le train il se décharge et vu qu'il est hyper léger par la suite, il peut retourner dans la bonne direction et repumper. Donc ceux qui ont vendu ici sont dégoûtés. C'est ce qui fait qu'on a des phases où le marché est très horizontal comme ça. On a d'abord l'horizontalité, la phase de tendance, la tendance baissière, l'horizontalité et nos nouvelles tendances. C'est comme ça que ça marche. C'est cyclique, ok. Et là, du coup, ben, j'ai pas l'information qu'on est un bottom long terme. Et maintenant, l'information que j'ai surtout, c'est que on a, en fait, c'est simple, hein. On a en gros des holders coincés depuis plus de 448 jours ou maintenant. Tous ceux qui ont acheté il y a 448 jours en arrière sont tous coincés. Les seuls mecs qui sont en gain actuellement, c'est ceux qui ont acheté avant mars 2021. Donc ça fait un paquet de gens coincés. Donc un paquet de holders. Donc un paquet de mecs qui veulent revendre si ça remonte, donc ce qui peut rendre compliqué une remontada. Je dis pas que ça va pas arriver, bien évidemment, mais c'est ce qui m'amène à penser que ce ne sera que des retracements parce qu'il y a trop de vendeurs sur la route qui vont vouloir sortir de position. Et c'est ce qui fait que ce sera des retracements faibles. Et du coup, ce genre de retracement, est-ce qu'on peut les voir? Oui, si le Bitcoin déjà retrace, hein, si les WS4, mettons, peuvent avoir un retracement, donc les ALT peuvent suivre, et du coup, ENJ peut suivre également s'il commence à former ce genre de structure. Et du coup, on entrera dans une phase de retracement. Mais quand on passe en weekly, on sait que ce sera qu'un simple V-bottom et qu'on suivra la tendance majeure maintenant en weekly, qui est tout simplement baissière. M, donc ce sera un simple rebond pour peut-être aller plus bas, ou cette fois-ci marquer un vrai bottom. Donc le vrai bottom, il va mettre du temps avant d'arriver. Rappelez-vous, les altcoins ont une saisonnalité très favorable quand on est à l'approche de l'halving, voire après. L'halving du Bitcoin, en l'occurrence, c'est pas avant mars 2024 ou février 2024, ça bougera un petit peu. Donc c'est loin encore, c'est là-bas. Ok. Donc il y a du temps, il y a le temps de faire toute cette phase chiante, que le train se décharge, on arrive à l'approche de l'halving et que ça puisse repartir en flèche par la suite. Ok. Du coup, aussi, ce qui est cyclique, c'est généralement la saisonnalité est plutôt favorable en hiver. Donc, on aura hiver 2023 pour poser un bottom. Par exemple, ici, hein, où on a posé le bottom en hiver, décembre, hop, on s'est mis à partir en février-mars, avril, mai, le top. Ici, bon, après, on a fait une petite excursion qui n'a rien donné. Hein. Au final, c'était juste une chasse au stop pour aller plus bas. Enfin, un mouvement d'euphorie qui n'a pas déclenché de vrai breakout, malheureusement. Du coup, si je prends ici l'halving, on va dire ici l'hiver. On va dire voilà, jusqu'à mars environ. Mars-avril. Hop, pas février, pardon. On va commencer à partir de décembre. Ici, j'ai potentiellement la cyclicité où mon bottom peut se poser, donc c'est-à-dire hiver 2023. Et peut-être aussi hiver 2024, puisque l'halving du Bitcoin, il sera en hiver. Hein, là où généralement les bottoms se posent, donc hiver 2023. Donc peut-être commencer à poser le bottom ici. Donc là, peut-être un rebond, puis voilà, le marché chute. Là, on pose vraiment bottom, des premiers mouvements haussiers, puis à l'approche de la ligne, des petites corrections, un nouveau bottom et repartir. Là, c'est hypothétique, mais en gros, il y a des grosses probas que le bottom puisse poser hiver 2023, donc dans les 6 prochains mois, par exemple. Ou 6 à 10 prochains mois. Et si jamais c'est pas ici, bon, bah du coup, ce sera l'hiver 2024, puisqu'on sera à l'approche de la ligne, et du coup, ce sera plutôt décembre 2023 et mars 2024 pour une poussée des prix. Ensuite, donc à voir. Mais en tout cas, toute structure. Après, bien évidemment, ça peut se faire avant, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si c'est là-bas, franchement, c'est très intéressant pour un investisseur si ça se fait pendant cette période, voire même si ça se fait pendant cette période. Donc en gros, hiver 2024 plus halving Bitcoin. Halving Bitcoin. En attendant, il n'y a rien qui empêche ce marché de faire des retracements. Mais comme je vous ai dit avant, et ça je le pense, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des bag holders, donc des gens qui sont coincés plus haut et qui vont vouloir revendre. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'offres sur ce marché. Et actuellement, l'offre est beaucoup plus supérieure à la demande parce que le marché chute, donc ça on le sait, mais surtout un truc tout con à regarder, ici, c'est regarder l'intérêt des cryptos. Donc là on a l'intérêt des cryptos dans tous les pays, ben ça fait que chuter en fait. Donc c'est ce qui fait que la demande, elle ralentit. Et donc, l'offre est présente, donc il y a beaucoup de gens qui veulent sortir, mais qui va racheter ces tokens? Il n'y a pas grand monde qui vont les racheter. Parce que la demande a fait que diminuer. Le marché des alts est très propice quand il y a une demande crypto, enfin quand il y a un intérêt crypto qui est positif, enfin qui est croissant.
Par exemple, l'intérêt crypto, elle a été très croissant de décembre 2020 jusqu'à mai 2021, donc c'était la folie sur les alts. Puis on est redevenu croissant de août environ jusqu'à novembre. Donc là, pareil, on a eu un petit peu de folie sur les alts, mais depuis, bah, l'intérêt diminue, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a pas d'intérêt. Ce qui fait qu'il y a trop d'offres, trop d'altcoins pour plus assez de demandes, parce qu'il n'y a plus trop de gens qui s'intéressent aux cryptos qui sont prêts à en acheter. Et du coup, c'est ce qui fait que bah, là, on se retrouve avec beaucoup de bag holders. En gros, tous ceux qui ont investi ici, hop, sont coincés, c'est des mecs qui veulent vendre. Donc tout ça maintenant, c'est big résistance. Et c'est un petit problème. Ça n'empêche pas les retracements, mais probablement que du retracement. Pour qu'un marché altcoin, enfin pour qu'une alt puisse repumper par la suite, il y a besoin généralement de cette phase. Et donc là, on se dit oui, mais ça, c'est non, c'est chiant, c'est long. C'est chiant. C'est chiant d'attendre ça. Hein. Ça date, enfin, c'est long. Ici, par exemple, avant d'avoir la grosse structure qui m'indique qu'on repart, qui est simplement creux sommet ascendant, donc un W comme ça, le W ici, la grosse accélération, le signal est donné ici. Bah là, si je suis en train justement hop, de le reporter à échelle réelle, en gros à taille réelle en termes de volatilité, donne quelque chose comme ça, donc ça peut être long. Mais 2022 jusqu'à avril 2023, est-ce qu'on est prêt à attendre un an que ça puisse repumper? Dites-vous que là, tous les mecs qui ont acheté ici, au-dessus de ces niveaux de prix, et en plus, il va falloir subir un truc qui bouge pas pendant un an, voire peut-être plus. Il y en a beaucoup qui capitulent et c'est ce qui fait que le train se décharge et c'est ce qui fait qu'on peut remonter par la suite puisqu'il n'y a pas de bag holder, enfin, il y en a beaucoup moins. Ceux qui ont acheté ici déchargent, donc vendent et du coup il y a des gros qui accumulent à la place, le train est vidé, il y a moins de vendeurs et c'est facile de refaire pumper ce marché. Et du coup quand la demande revient, quand l'intérêt remonte, bah, les nouveaux entrants s'intéressent à ce genre d'assets et du coup les achètent alors que les gros ont accumulé ici et ça leur permet de revendre sur la remontée. C'est comme ça que fonctionne ce marché. Tout simplement. Donc pour du DCA par exemple, oui, si on croit au NJ, qu'on se dit qu'il arrivera à tenir sur le long terme, à ce moment-là, pourquoi pas. Ok, moi c'est pas trop ma façon de fonctionner ici. Je peux mettre un 0,886 qui est hyper intéressant et je crois qu'on y est déjà. En termes de retracement, c'est très bien. Voilà, on y est déjà. Donc pour un mec qui fait du DCA ici sur le long terme, s'il croit au NJ, il y a de grandes chances qu'il puisse faire des bénéfices. Ok, si le projet ne meurt pas. Par contre, le plus favorable, à mon humble avis, c'est d'attendre ce genre de structure ici. Et par exemple, maintenant on va voir les prix qui peuvent être atteints si jamais. Enfin, on va voir des éléments techniques qui peuvent justifier le fait que ce marché puisse revenir chercher des niveaux de prix. Là, par exemple, quand on a fait la structure ici, on n'est jamais venu retester le point de cassure. Ça, c'est un truc que le marché, très généralement, revient faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on fait ça, il y a ce qu'on appelle des creux dans le volume profile. En gros, c'est des zones de business qui n'ont pas été traitées par le marché. Et très généralement, quand un marché creuse, il peut revenir vers ces zones. Et on a une aussi, une ici. Là, elle est un peu plus petite. Il y a peu ne pas être atteinte parce que là, le marché a vraiment bien travaillé ses zones de prix. Mais en gros, voilà, faut se dire que du ENJ entre 21 et 34 centimes, c'est très bien. Et que ça peut être notre raison de localisation pour venir marquer notre bottom. En gros, là, ce qui a été fait ici, faut se dire que ça pourrait se faire du coup vers le creux ici, tout simplement. Voilà. On appuie sur ce creux, donc, quelque part par là. De 20 jusqu'à 33 centimes, ça pourrait être la zone de conso pour déclencher quelque chose d'haussier par la suite si besoin. Pareil, quelqu'un qui veut faire du DCA, 0,886 c'est très bien, donc on est déjà venu mécher dessus. Et si vous êtes juste quelqu'un qui fait du DCA, donc qui veut, techniquement n'y connaît rien, juste vous dit bon moi j'achète des prix et puis je crois au projet long terme donc je holderai, c'est une stratégie comme une autre. À ce moment-là, la prochaine zone très intéressante, elle est entre 21 et 35 centimes pour vous. Et donc gardez du cash pour pouvoir investir dans ce zone de prix si le marché vous les offre. Parce que si le marché vous offre cette zone de prix, bah c'est un bon discount, c'est encore un moins 66 à moins 46%, très intéressant. Vous allez avoir plus de ANJ pour le même montant que vous souhaitiez investir à la base, tout simplement. Et du coup également un truc qu'on peut juste regarder, hein, c'est le momentum via les trendlines. Voilà, là on est en train de suivre cette trendline baissière. Tant qu'on n'a pas de cassure et un développement de structure de l'autre côté, techniquement ce marché ne peut pas reprendre un momentum haussier. Donc il va falloir vraiment être patient et il y a besoin de temps pour retrouver un marché qui se retourne. D'abord pareil, des signes de momentum que nous n'avons pas. Après il y a ceux qui peuvent utiliser le RSI. Hein. Le RSI on peut regarder rapidement, j'ai juste dégagé tout ce qu'ils ont mis en place, je trouve ça complètement con d'avoir ajouté plein de trucs. Enfin, c'est bien pour ceux qui n'ont pas les indicateurs, mais là dans mon cas ça me fait chier un petit peu, mais bon c'est pas grave. Ah, par exemple pareil, sur le RSI, il suffit juste de regarder la structure de prix, bah, c'est un momentum baissier. M, ici, M, il n'y a aucun signe de momentum haussier. Ça c'est du momentum haussier, ça c'est du momentum haussier, ça c'est du momentum haussier. Là, ce qui a été dessiné, www, là pour l'instant, il n'y a absolument rien du tout. Donc même la force acheteuse n'est pas encore présente, ni sur le prix, ni sur le momentum très rapidement.
Il y a des cours dessus dans l'école, mais très rapidement, c'est juste la représentation de la force du marché. Est-ce que ma force est vendeuse? Est-ce qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne devrait pas se passer? J'ai un marché qui dump, j'ai une force vendeuse qui s'accentue, tout va bien pour les vendeurs, rien ne va bien pour les acheteurs, malheureusement. Du coup, l'analyse technique ici peut permettre d'optimiser les entrées. Après, il y a juste le DCA qui est possible, et donc à ce moment-là, on se sert aussi un petit peu d'analyse technique, et il est vrai que cette zone, déjà le retour à 25 centimes pour revenir tester le point de cassure est hyper intéressant pour du DCA, mais surtout on voit bien que la zone, elle est vraiment ici, là ça se voit très très bien, mais vraiment, de 22 centimes jusqu'à 35 centimes, il y a trop un manque de business ici. Le marché peut demander à revenir traiter cette zone. Et tant qu'on verra pas de support, enfin tant qu'on verra pas pardon, de développement de prix qui marque un support, bah là on voit clairement que ce marché n'arrive pas à trouver le fond pour l'instant. Donc on peut focus justement sur cette zone que je vais appeler ici, hop, la gap zone au niveau du volume profile, donc une zone dans laquelle il y a eu trop peu de business. Et par contre, là, tout développement de prix qui vient se faire ici, bah, ça peut être hyper intéressant pour de l'investissement, tout simplement. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Il y a plein de ressources gratuites, vous pouvez échanger avec la communauté. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, exclusivement via modalité crypto, si vous souhaitez le faire via le Patreon, donc tout ce qui est paiement bancaire et PayPal de façon totalement sécurisée, ce ne sera pas avant le 1er juin, donc le 1er juin qui tombe. Quel jour? Tac, tac, tac. Un mercredi, donc mercredi prochain. Et du coup, oui, vous pouvez rejoindre aussi la newsletter, donc du contenu additionnel exclusif gratuit. Donc c'est totalement gratuit. Hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est totalement gratuit la newsletter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Lien en description et en commentaire pour recevoir votre contenu exclusif. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera donc demain pour le dernier brief de cette semaine. Ciao, ciao.